Mes coups de cœur pour l'insuffisance cardiaque en ce mois d'avril 2025, j'ai choisi trois études. La première étude, c'est Dapatavi qui a été communiquée au congrès de l'ACC 2025 et qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine. Alors c'est une étude qui pose la question chez les patients qui vont subir un TAVI, qui sont en général des personnes âgées, est-ce que la dapagliflozine permet de prévenir l'installation de l'insuffisance cardiaque? C'est une population en général âgée et qui a été exclue des études. Alors, on a inclus des patients à haut risque d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection de moins de 40%, diabétiques ou non diabétiques, et qui ont un débit de filtration glomérulaire entre 25 à 75. Si tu as un suivi sur 3 mois, sur le critère combiné mortalité cardiovasculaire, aggravation de l'insuffisance cardiaque. Cette étude est positive. On a une diminution du critère combiné de 28%, mortalité cardiovasculaire, insuffisance cardiaque. En père protocole, on a une diminution du critère primaire de 33% et les résultats sont positifs dans tous les sous-groupes, que le patient soit diabétique ou non diabétique, quelle que soit la fraction d'éjection, moins de 40%, plus de 40%, ou quel que soit le débit de filtration glomérulaire de 25 à 75. On a une réduction des hospitalisations de 30%, on a une réduction d'aggravation de l'insuffisance cardiaque de 50%, et on a une réduction du critère combiné mortalité cardiovasculaire hospitalisation pour insuffisance cardiaque de 29%. Si on prend uniquement le critère mortalité cardiovasculaire, on a une diminution de 19% qui n'est pas significative. Le résultat de l'étude étant positif, est positif, quand on va vers la sécurité, on a un peu plus d'événements comme l'infection urinaire, comme l'hypotension, mais ça reste non statistiquement significatif. Et en termes de tolérance, le produit est bien toléré. Donc le résultat de l'étude d'Apatavi est un résultat positif qui aura certainement un impact sur nos pratiques, c'est-à-dire que nos patients qui sont âgés, qui ont 80 ans, on a un profil de sécurité intéressant et surtout un profil d'efficacité. Et donc, c'est un moyen de prévenir de l'insuffisance cardiaque quand on sait que le taux d'insuffisance cardiaque est assez important sur cette population qui va sur le TAVI. Deuxième étude qui est intéressante, qui a été aussi communiquée à l'ACC de 2025 et qui a été publiée dans Nature, c'est l'étude Fresh Up qui pose une question dogmatique. Est-ce que les patients qui sont en insuffisance cardiaque, est-ce qu'on va les mettre en restriction hydrique ou on va mettre un régime généreux libre? Donc on va randomiser une population moins 1,5 litres par jour et une population plus de 1,5 litres par jour. Et la question qui se posait est posée sur les échelles, sur l'échelle Kansas, c'est-à-dire là, ce qui est fonctionnel, et puis une échelle secondaire sur le critère de la soif, et bien sûr sur la tolérance. L'étude, il n'y a pas sort de façon, si on veut résumer, sort, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Que ce soit sur le critère Kansas Score, 74 pour le groupe généreux et 72 pour le groupe restrictif, ce qui fait une différence de 2,17 qui n'est pas statistiquement significative. Et pour la soif, il y a un peu plus de soif dans le groupe restriction, bien sûr, hydrique. Et en termes de sécurité, il n'y a pas de différence entre les deux. Donc aujourd'hui, on est en droit de se poser cette question. Est-ce qu'il faudrait toujours mettre nos patients en restriction hydrique? La réponse de l'étude Fresh Up, non. Il n'y a plus de place à mettre vos patients qui sont en insuffisance cardiaque stable donc à les restreindre sous une restriction hydrique qui n'apporte finalement aucune preuve scientifique. Troisième étude qui a été publiée dans le JACC, qui s'intéresse aux patients qui sont en insuffisance cardiaque et qui vont améliorer la fraction d'éjection. Alors on sait que c'est une population chez qui il ne faut pas arrêter le traitement. On a eu TREAD HF il y a quelques années. Et donc, est-ce que ce sont des patients chez qui on va arrêter le traitement? En fait, c'est une population extrêmement hétérogène, avec des mécanismes physiopathologiques tout à fait différents, ce qui fait qu'on a des phénotypes différents. Et puis, il faudrait bien sûr suivre ces patients sur plusieurs éléments, sur l'imagerie, sur l'échocardiographie, sur l'imagerie médicale avancée, sur les IRM par exemple, sur les marqueurs peptides natriurétiques, sur les tests génétiques et puis bien sûr sur les examens électriques. Et bien sûr, on peut penser
à faire une désescalade thérapeutique chez les patients à faible risque de rechute, chez qui c'est une population qu'on pourrait définir et qui pourrait bien sûr bénéficier d'une désescalade thérapeutique. Mais le gros problème, c'est qu'en nous manquant bien sûr d'essais thérapeutiques, et bien sûr, c'est un appel pour faire des essais thérapeutiques. Voilà trois études, trois coups de cœur d'insuffisance cardiaque en ce mois.